Alors, dans cette vidéo, en fait, cette vidéo a un petit bonus sur les styles d'attachement. Ça me paraissait important que vous ayez accès aussi à cette compréhension de comment ces styles d'attachement, dans le détail, peuvent avoir un impact sur notre vie d'adulte. Donc, on a déjà parlé un petit peu précédemment, déjà dans les comportements des enfants, quels adultes euh, pouvaient, en tout cas les comportements que certains adultes pouvaient avoir en fonction de ce qu'ils avaient vécu dans leur enfance. Et peut-être que ça vous a paru loin, peut-être que vous êtes reconnu, peut-être que vous avez reconnu des personnes, mais en tout cas, là, à travers ce petit bonus, ça va vous permettre vraiment d'aller encore plus loin dans cette compréhension des styles d'attachement et peut-être reconnaître d'autres choses. Donc en fait, cette théorie de l'attachement, elle a été initiée par John Bowlby, donc dans les années 50. Donc c'est quand même assez récent sur l'échelle de l'humanité, mais très nouveau encore. Donc c'est pour ça que on en entend parler de plus en plus, mais ça reste encore assez intimiste, je trouve, comme notion, cette théorie de l'attachement. Et en fait, Bowlby a voulu chercher le lien entre la santé mentale et le vécu émotionnel durant la petite enfance. Donc en fait, il a fait pas mal de travaux, pas mal d'études directement sur des enfants pour tester justement comment la figure d'attachement principale, au début il pensait que c'était juste la mère initialement qui était la figure d'attachement principale, mais selon quand l'enfant a été abandonné ou voilà qui s'est retrouvé dans un orphelinat, du coup la figure d'attachement devient autre déjà. Mais ça peut être aussi simplement un frère, une sœur dans le cas de grandes familles. Là, je vous donne ces deux exemples, mais voilà, dans le cas de grande famille, le grand frère ou la grande sœur qui a fait figure d'attachement sur les parents. Donc, en tout cas, toute sa théorie montre que avant 5 ans, un enfant nécessite cette activation du lien sécure. Donc là, ça va vous parler normalement parce que ça vient complètement en lien avec le nerf vagal ventral, donc la partie du nerf vague qui connecte et qui permet justement ce sentiment de sécurité. Donc il dit vraiment que c'est jusqu'à les 5 ans qu'un enfant développe aussi à travers ses travaux, à travers ses études, développe ce lien d'attachement sécure. Et c'est ce qu'on a vu aussi avec les études de Porges, c'est de voir que au niveau du nerf vague, ce nerf vague, en tout cas la construction du nerf vague et du développement, du bon développement de la voie ventrale se fait aussi dans la petite enfance jusqu'à effectivement à peu près le même âge. Euh, voilà. Donc en gros, l'idée c'est que quand ce lien est sécure, donc par une présence physique, psychique et émotionnelle de la part de la figure d'attachement, l'enfant sera moins sujet donc à vivre des états d'angoisse à travers le lien dans sa relation, dans ses futures relations, qu'elles soient amicales ou amoureuses. Donc là, il donnait quelques exemples, en tout cas, enfin non, pas quelques exemples d'ailleurs, les 3 points, pardon, euh, les, les- l'escalade, on va dire, ou l'escalier, les 3 marches qui font qu'on peut percevoir quand le style se dégrade, en tout cas pendant l'enfance. Donc, les signes seraient donc la protestation, le désespoir et le détachement. Donc, dans la protestation, c'est un enfant qui hurle et qui s'accroche à son parent ou à sa figure d'attachement lorsqu'il y a séparation. Donc, séparation, ça peut être d'emmener l'enfant à la crèche, d'emmener voir un enfant chez sa nounou, ou de l'envoyer en vacances chez les grands-parents pendant plusieurs jours, ou ça peut être une garde alternée au moment de divorce, de séparation des parents. Donc, il y a vraiment c'est là qu'on voit en fait où, quand l'enfant hurle et s'accroche à son parent, donc selon Bowlby, qui est la figure d'attachement principale. Si à ce moment-là, c'est encore possible de réajuster, parce que vous allez voir juste après que finalement, cette protestation, elle est aussi saine lorsqu'il y a un attachement sécure, dans le sens où on arrive à préparer l'enfant, on arrive à le rassurer et à lui montrer qu'on revient et à lui expliquer qu'on va revenir et que ce n'est pas un abandon, etc., etc. Si par contre cette préparation, cette réassurance ne se met pas en place entre la figure d'attachement et l'enfant, là, c'est le désespoir qui apparaît chez l'enfant. Et donc, dans ce désespoir, ça se manifeste par un désintérêt donc de la figure d'attachement. Puis, il y a un réel
détachement. Et donc, dans ce réel détachement, c'est un rejet et beaucoup de colère vis-à-vis de la figure d'attachement. Donc, ça peut être des engueulades, ça peut être le fait de refuser l'autorité, de ne pas vouloir être en lien, de refuser les câlins, de refuser finalement la proximité. Donc, voilà, c'est les trois signes qu'il aurait observé, en tout cas, auprès de ses enfants. Maintenant, est-ce qu'on peut le voir avec des adolescents, avec des enfants plus âgés? Ça, c'est peut-être qu'il y aura d'autres études à ce niveau-là, mais en tout cas, c'est déjà de regarder dans sa relation après avec ses propres enfants aussi ce qui se passe, mais finalement aussi dans les relations d'adultes, comment ça peut se passer. C'est peut-être pas exactement les mêmes signaux, mais en tout cas, ils s'expriment pas forcément avec des hurlements et voilà, et de la colère exprimée de manière violente, mais il peut y avoir en tout cas cette idée de, dans la protestation, de dire, d'exprimer qu'il y a un problème, d'exprimer qu'il y a un sentiment avec de la CNV, de la communication non violente. Si la personne ne modifie pas ses comportements, il peut commencer à avoir une forme de désintérêt. Et puis après, c'est peut-être justement du reproche, de la rancœur exprimée parce que la demande par rapport aux besoins n'ont pas été respectés par la personne qui a reçu, en tout cas, l'information qu'il y avait une insécurité ou qu'il y avait un bug, en tout cas au niveau relationnel. Mais ça, c'est dans la partie de la vague émotive. En tout cas, euh, ici, donc ce que Bowlby exprime vraiment, c'est que toutes les interactions avant l'âge de 5 ans vont constituer donc la bibliothèque du modèle interne opérant. Donc il appelle ça le MIO, donc le modèle interne opérant de l'enfant. Et donc, en fait, quand ce modèle il est mis en place, euh, l'adulte percevra du coup tous les événements qu'il vit à travers ceux qu'il a déjà connus. Donc ça, on le repérera dans les relations amicales et dans la relation amoureuse. On verra comment finalement le traitement de l'information est, est, est calé en fait sur ce MIO. Donc là, on voit finalement le MIO, donc le modèle interne opérant. On se rend compte que, bah, encore une fois, c'est interne et donc il est très en lien avec le système nerveux autonome. Donc les quatre styles d'attachement, donc alors Bowlby et sa collaboratrice qui est Mary Ann Worth, ils ont défini ensemble trois styles d'attachement et par la suite ça a été complété. Ça a été complété par George Mayney Kaplan, mais il y a encore d'autres compléments qui ont suivi en fait et qui continuent d'être relatés par des psys et des coachs aussi pour pouvoir justement aller plus loin dans la compréhension de ces styles d'attachement. Donc les quatre styles, c'est le sécure, donc le sécure, on viendra dessus, et trois insécures. Donc pour Bowlby et Enworth, c'était l'insécure évitant, détaché, et l'insécure anxieux ambivalent. Et ce qui a été rajouté dans les années 90, c'est l'insécure désorganisé. Donc on va commencer par le sécure. Le sécure, il a une super haute estime, enfin super haute, c'est une estime qui est haute et saine, on va dire, et c'est une estime qui est stable de soi. Donc ça veut dire que peu importe ce qui se passe autour, les événements, les critiques, les remarques, ça ne changera pas le regard que la personne porte sur elle. Euh, voilà, ce sera des moyens, les critiques et les remarques, etc., seront des moyens de progresser, mais ça ne remettra pas en question qui est cette personne. Dans le sécure, on a cette capacité de demander de l'aide. Ça vous donne déjà, peut-être qu'il y a des choses qui reviennent à votre mémoire par rapport à ce qu'on a déjà commencé à explorer. Donc il y a cette capacité d'exploration, aussi cette curiosité, ce sentiment de liberté. Il y a une autonomie affective, hein, c'est-à-dire qu'on peut vraiment euh, être, par exemple, dans une relation et si un ami ne nous répond pas, on va pas tout de suite rentrer dans une projection de la personne me fait la gueule, la personne ne veut plus me parler, alors qu'il n'y a pas eu de conflit. Donc vraiment, il n'y a aucune projection ici sur s'il y a une peur de conflit ou une peur d'être abandonné ou une peur d'être rejeté. En tout cas, il y a vraiment une sécurité que le lien existe malgré la distance aussi ou même si la personne n'a pas répondu dans une forme d'immédiateté. Donc une autonomie affective, ça se retrouve aussi à plein de niveaux. Là, c'est juste pour illustrer en tout cas ce point. Gestion des relations interpersonnelles, donc ça veut dire qu'il y a une belle gestion en fait. Il y a une communication qui est saine, qui est fluide, où on n'est pas forcément dans une attente excessive aussi de l'autre. Une confiance en soi et en les autres, donc ça va avec l'estime de soi.
mais quand on a une belle estime de soi, bah, ça veut dire déjà qu'on a aussi confiance en soi, parce que l'estime englobe donc aussi la confiance en soi. Et donc, à travers ça, quand on a confiance en soi, on a plus facilement aussi confiance en les autres, et puis surtout qu'on en attend moins des autres. Il y a un sentiment d'être digne, de recevoir l'amour, ce qu'on ne retrouvera pas forcément dans les styles insécures. Et on sera sur des relations amoureuses qui sont stables, mais aussi dans des relations finalement amicales qui sont de longue durée. Dans le style insécure, évitant détaché. Donc là, généralement, il y a une grande solitude de la part de ce style d'attachement. Et c'est des liens plutôt superficiels avec, avec le ou la partenaire et ses amis. Donc on reste toujours un peu en surface, on n'en dit pas trop, on dit pas trop ce qu'on ressent. On masque justement sa détresse émotionnelle, on demande pas d'aide, on n'a pas envie de se sentir vulnérable face à l'autre. Et puis il y a cette volonté de ne pas chercher à s'engager dans une relation. Donc il y a là cette peur de l'engagement qui se met en place, parce qu'il y a ce sentiment de pouvoir ne se faire confiance qu'à soi, parce que les autres ne sont pas finalement si dignes de confiance que ça. Parce qu'ils peuvent abandonner, parce qu'ils peuvent rejeter. Donc, il y a un système de protection qui se crée, donc qui est en lien avec la fuite. Et ça va vous parler avec le sympathique et dans la stratégie de fuite. Dans le insécure, anxieux, ambivalent, là, on va plutôt être sur une forme de dépendance affective. C'est on va rechercher le contact avec l'autre, en même temps, on va le rejeter, on va avoir besoin d'être constamment rassuré. Donc, dans cette idée d'être rassuré sur l'amour qu'on nous porte, sur sa valeur, on s'accroche aux autres et il y a une forme aussi de prise d'otage. J'appelle ça la prise d'otage émotionnelle quand on se raccroche vraiment aux autres et que on ne se rend même pas compte que les autres ne sont pas capables à ce moment-là ou n'ont pas la disponibilité pour recevoir une détresse émotionnelle. Donc en fait, c'est un petit peu le poulpe qui s'accroche. Ou l'huître qui s'accroche à son rocher, ou le koala qui s'accroche à son arbre. Et c'est pour que vous ayez vraiment l'image. Il y a ce truc de waouh, même si la personne essaye de se détacher, l'autre s'accroche et continue d'être collé. Et donc, c'est une prise d'otage finalement aussi émotionnelle. Euh, voilà, on y reviendra aussi dans la vague émotive, mais vraiment, il y a là, on est là-dessus. C'est même quand l'autre exprime un besoin de distance et de ne pas rentrer justement là-dedans, bah, je te prends en otage. Donc, il y a une notion aussi d'étouffer un peu les autres, d'étouffer les autres avec ses problèmes, avec ses émotions. Donc il y a quelque chose voilà qui prend toute la place et l'autre a besoin, donc l'insécure, anxieux, ambivalent a besoin d'être au centre donc de l'attention. Il y a une forme de surprotection aussi d'une certaine manière. Donc il y a un besoin d'être réconforté, mais en même temps, il y a une forme d'anxiété aussi quand c'est l'autre qui a ce besoin-là. Et là, on peut rentrer donc dans l'insécure désorganisé parce que là, dès qu'il y a une forme d'engagement de la part de l'autre, donc on cherche l'engagement de l'autre. Il y a ce truc de dépendance un peu affective de je m'accroche à la personne, mais dès que la personne commence à s'engager, la personne en face commence à s'engager, bah, on fuit. Et il y a vraiment cette notion de fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Donc, il y a la conscience d'avoir besoin de la relation, mais il y a une difficulté quand même à créer des relations saines et pérennes parce que justement, il y a ce truc qui est ben, un coup je suis là, un coup je suis pas là, un coup je suis là, un coup je suis pas là. Et en fait, l'autre peut devenir insécure finalement aussi face à ça, de ne pas savoir sur quel pied danser et d'être finalement dans un engagement qui pourrait être difficile finalement à mettre en place. Là, je vous ai mis donc la grille de lecture de Christine Genet et Estelle Wallin, qui sont donc des psychiatres ou psychologues, j'ai un doute. Mais en tout cas, c'est pour qu'on aille plus loin, vous voyez, donc il y a tous ces domaines de vie qu'elles ont creusés pour voir, en gros, pour chaque style d'attachement, quels pourraient être, en tout cas, quelles pouvaient être, d'après leurs études et recherches, les réactions qui viendraient donc en fonction de chaque domaine ou de chaque stimuli extérieur. Donc,
Dans la réaction au stress, un sécure va gérer. Un évitant va plutôt fuir et vivre ça de façon très intense. Un anxieux va avoir une réaction intense et peut-être dramatique qui sera empreinte de colère. Donc là, on est dans le sympathique version combat. Et le désorganisé va avoir une hyper-réaction au stress, donc plutôt avec ses proches. Dans la réaction face à la perte, le sécure, il va vivre les étapes du deuil de manière progressive et prendre le temps de vivre son deuil. L'évitant va plutôt lutter contre toutes les émotions qu'il va ressentir et plutôt exprimer un ça va bien, tout va bien, en réprimant finalement ce qu'il ressent et en réprimant peut-être son besoin à ce moment-là d'aide de la part d'autrui. Un anxieux, il va, euh, il va finalement douter. Douter de la vie, douter que les choses puissent s'arranger et avoir des difficultés à affronter ces challenges de vie. Donc là, vous voyez, on est presque dans du dorsal ici, dans ce truc de waouh, je vais en retrait et puis finalement, je ne vais plus de l'avant. Et le désorganisé, ben, en fait, la perte peut organiser une désorganisation et d'un coup être dans une espèce de confusion. Et ça, on le voit hein, sur certaines personnes qui ont, par exemple, vécu toute leur vie avec leur amour de jeunesse, mettons, 50 ans, 60 ans de mariage. Et puis alors après, il y a la vieillesse qui fait que en plus. Mais bon, la personne, un des deux du couple meurt et la personne qui reste est complètement perdue, elle n'arrive plus à rien faire, elle n'arrive plus à réfléchir, elle n'arrive plus à penser par elle-même. Bon, bah ça, c'est un exemple de désorganisation. Dans la relation d'aide, le sécure pourra dire j'ai besoin d'aide et je sais que je vais trouver une solution ou je sais que je vais être entendu et je sais qu'on va m'apporter l'aide dont j'ai besoin. L'évitant va plutôt percevoir ses proches comme n'étant pas de potentielles ressources en tant que soutien émotionnel. L'anxieux va idéaliser les autres, va s'accrocher justement aux autres, va tout faire pour chercher justement cette proximité pour pouvoir répondre à ce besoin d'être soutenu. Va presque donner finalement sa vie à l'autre pour que l'autre soit responsable de sa vie. Et dans le désorganisé, il y a un sentiment d'insatisfaction. Les autres n'en font pas assez. Il y a une recherche de proximité, mais en même temps, on n'arrive pas à faire confiance. Donc, voilà, il y a un jeu de tension, de détente, de tension, de détente, qui fait que la relation d'aide est complexe. Au niveau de l'empathie, le sécure, il sera altruiste et dans la compassion, ce sera facile pour lui, elle, en tout cas, d'exprimer aussi cette compassion envers autrui. L'évitant, il sera plutôt rigide. C'est voilà, les règles, c'est ça, c'est comme ceci. Il y aura peu de flexibilité, même si l'autre est en difficulté, bah, c'est à l'autre de suivre les règles d'une certaine manière. Dans l'anxieux, il y aura un besoin de contrôler donc la vie des autres. Contrôler la vie des autres dans le sens où soit la personne va prendre les choses en main à la place des autres, donc finalement presque retirer aussi la possibilité à l'autre d'être autonome, soit ça va être beaucoup de reproches par rapport aux autres sur le fait que les besoins ne sont pas assez comblés. Donc les besoins d'attachement ne sont pas assez comblés. Donc on ne m'écoute jamais, ça marche jamais, de toute façon quand je demande de l'aide, on m'en donne pas, etc., etc. Dans le désorganisé, on aura une difficulté à reconnaître les besoins des autres. Et les besoins des autres seront interprétés de façon négative. Ça, c'est important aussi à percevoir. C'est-à-dire que l'autre qui arrive, qui a besoin d'aide, ben, la manière dont il l'exprimera, potentiellement, l'insécure désorganisé, va peut-être pas entendre et peut-être qu'il se mettra de nouveau en avant. Moi, on m'écoute pas, moi, ça marche pas. Pourquoi je viendrai en aide à cette personne alors que blablabla. Donc, il y a cette mésinterprétation aussi de la demande parfois d'autrui. Dans la relation de couple, dans le sécure, donc les conflits, les engueulades, entre guillemets, ne seront pas perçus comme menaçantes. Ça veut dire que s'il y a conflit, c'est une manière de pouvoir justement euh, faire évoluer le couple. Donc il n'y aura pas la peur d'être quitté parce qu'on affirme un besoin. Il y aura une forme de réciprocité aussi dans l'écoute des besoins de l'autre.
Ça, on le voit dans la vague émotive un peu plus. Dans l'évitant, il y aura une tendance à garder les distances, donc à pouvoir être, voilà, à ne pas exprimer ses émotions, à ne pas laisser trop de place à l'autre, ne pas être, voilà, ne pas répondre non plus aux besoins du partenaire. Il y a vraiment cette distance qui se fait, c'est pas trop. On laisse pas trop de place à l'autre de rentrer dans sa vie non plus. Dans l'anxieux, il y aura plutôt la peur de l'abandon. Donc, il y aura besoin d'être, ce que je vous disais juste avant, hein, le besoin d'être rassuré tout le temps. Il y aura une forme d'excessivité, ce besoin d'être rassuré sur sa valeur, hein, sur l'amour qu'on porte, etc., etc. Et dans le désorganisé, il y aura plutôt une souffrance et une confusion, donc entre ce qui a été vécu pendant l'enfance et ce qui est en train de se rejouer dans le couple. Donc il y aura une perception qui sera extrêmement biaisée par rapport à ce qui est en train de se jouer, et peut-être que le modèle parental sera rejoué, et s'il y a eu de la violence, ou en tout cas de la violence verbale, etc., ça pourra potentiellement être rejoué à travers ce style d'attachement désorganisé. Au niveau de la parentalité, pour le sécure, il y aura vraiment cette sensibilité aux besoins de l'enfant, et il y aura un encouragement de l'autonomie. Donc, on n'essaiera pas de garder l'enfant pour soi, on le laissera explorer, et à travers son exploration, lorsqu'il revient, bah, il y aura un accueil chaleureux de l'enfant post-exploration. Pour l'évitant, on sera dans une faible sensibilité à la détresse et aux besoins de l'enfant. Donc, donc là, il y aura un amour conditionnel, donc vraiment l'amour transactionnel. C'est si tu fais ça, éventuellement, si tu reviens avec des bonnes notes, et bien du coup, je te donnerai mon amour, même si c'est pas exprimé de manière aussi évidente. Mais il y a vraiment cette espèce de détachement aussi émotionnel. Encore une fois, on revient sur les règles, hein. C'est comme ça, c'est pas autrement. Voilà, il y a un truc qui est très carré par rapport à la parentalité. Donc c'est pas on s'adapte à un être humain qui est face à soi, c'est il y a des règles, elles sont fixées, elles sont fixes et on n'en démord pas. Au niveau de l'attachement anxieux, on sera plus justement dans une peur de ne pas être à la hauteur, et avec ce sentiment de détresse et d'incompétence face à sa capacité à pouvoir être parent. Donc ce sera voilà, ce sentiment d'impuissance, pas savoir quoi faire, d'être un peu paumé face à ça. Et dans le désorganisé, ce sera aussi le sentiment d'impuissance, mais il y aura aussi, en plus de ça, un sentiment de désespoir, de confusion, et qui pourra aller jusqu'à un style presque tyrannique, de tyrannique à négligent. Donc, il y aura vraiment ce truc de pas savoir sur quel pied danser. Donc, il y aura quelque chose d'assez, encore une fois, désorganisé par rapport à une parentalité qui sera un coup, il y a une forme de laxisme, et pour essayer de compenser sur une forme de tyrannie qui a été juste avant. Donc voilà, une vraie forme de confusion à ce niveau-là. Par rapport au vieillissement, le sécure, bah, il sera content de vieillir. Enfin, il n'y aura pas de problématique à l'idée de vieillir. Et puis, il n'y aura pas de problématique non plus à demander, à accepter l'aide. Donc, il y aura vraiment cette conscience de bah, ça fait partie de la vie, ça fait partie du cheminement de la vie. Le vieillissement, bah, voilà, ça amène aussi d'autres formes de satisfaction, d'autres formes d'exploration et d'expérience aussi de vie avec l'avancement dans l'âge. Le lévitant, il aura plutôt une angoisse qui se réveillera à ce niveau-là. Donc il y a plusieurs types d'angoisse, hein. Alors, il y a l'angoisse de plus en plus de ne plus plaire, donc de ne plus être sexuellement aussi attirant. Donc ça, mais il y a aussi la peur de redevenir dépendant d'autrui. Parce que quand on a cherché sa vie à être toujours très autonome et à plutôt éviter de devoir dépendre des autres, là d'un coup, il y a une peur qui peut être réactivée par rapport à cette forme de dépendance versus l'autonomie qu'on a toujours cherché, plutôt la distance qu'on a toujours mise en place. Au niveau de l'attachement anxieux, là, il y aura un sentiment de vulnérabilité, il y aura vraiment peut-être une trop grande demande aussi de soins, et peut-être même de la culpabilité, en tout cas faire culpabiliser les enfants, les petits-enfants, de ne pas venir assez, un peu voilà, de garder la famille très proche, etc. Ce qui rendra déjà la relation
euh, difficile aussi pour l'entourage, parce qu'il y aura une forme de pression pour pouvoir répondre à un besoin qui est excessif. Et puis ça rendra la relation d'aide aussi difficile s'il y a une relation d'aide d'accompagnant pour pouvoir justement aider à ce que euh, la vieillesse se passe au mieux et qu'en tout cas les soins puissent être prodigués. Pour le désorganiser, il y aura bah, voilà, des stratégies d'évitement qui se mettront en place où il y aura un coup, ce sera OK d'être peut-être dans une forme de dépendance, et, enfin dépendance entre guillemets, hein. Et puis d'autres fois, il y aura des angoisses qui se créeront sur le fait de justement être dans une dépendance. Au niveau de la santé physique, le Sécure, il sait prendre soin de lui. Donc, on sera vraiment dans quelque chose où, en cas de maladie, on accepte les soins, on accepte d'être vulnérable, on accepte aussi de prendre le temps de guérir s'il y a une maladie. On prend soin de soi. Euh, Hors maladie, bah, il y a une bonne hygiène de vie. Donc, ça veut dire qu'on a conscience qu'on doit faire du sport, qu'on doit bien manger, qu'on doit prendre soin de soi, qu'on doit prendre du temps aussi pour soi, prendre le temps de régénérer le corps et de l'activer aussi. L'évitant, en cas de maladie, il aura du mal à consulter. Ou il évitera de regarder vraiment est-ce que c'est bon pour moi ce que je suis en train de manger, etc. Il y aura un truc de déni par rapport à ça. L'anxieux, lui, ce sera plus jusqu'à, alors ça c'est vraiment dans le cas extrême, hein, jusqu'à l'hypochondriaque, hein, mais c'est de consulter, de demander, mais soit de ne pas écouter les conseils qui ont été donnés et de ne pas les appliquer, c'est juste aller demander pour sentir qu'il y a un soutien, mais finalement ne rien faire par la suite, soit juste finalement consulter et ne pas chercher à être, ou en tout cas sans être rassuré. Et le désorganisé, alors là, c'est vraiment les retours. J'ai pas trouvé les chiffres par rapport à ça, mais en tout cas, il semblerait qu'il y ait une espérance de vie moins longue, en tout cas pour les désorganisés, par rapport aux autres styles d'attachement. Donc à vérifier, mais en tout cas, ça fait partie de cette grille de lecture. Donc je vous la mets comme ça, au moins vous avez vraiment la grille totale. Au niveau de la santé mentale, le sécure, en fait, il saura se protéger et il saura mettre de la distance par rapport aux événements stressants de la vie. Donc, il aura une belle mesure par rapport à ça, de manière à pas se laisser envahir aussi mentalement par ce qui se passe autour de lui et ce qui ne le concerne pas aussi. Sans dire que ce sera un manque d'empathie, évidemment. L'évitant, il aura une faible résistance au stress et saura, en tout cas, le stress aura vraiment un impact sur son fonctionnement mental et pareil pour l'anxieux. Donc il y a vraiment une faible résistance au stress. Donc évidemment, là, vous reconnaissez, hein, on est soit dans le sympathique, soit dans le vagal dorsal. Donc du coup, évidemment, le stress crée aussi un sentiment d'insécurité et un sentiment de devoir se protéger sans trop savoir comment, à part passer dans les systèmes de protection qui sont liés au système nerveux autonome et les systèmes de protection archaïques. Et dans le désorganisé, bah là, il n'y a carrément pas de résistance au stress. Donc, il y a un risque vraiment plus élevé. Et dans le risque plus élevé, c'est d'aller jusqu'à l'effondrement. Et là, pour le coup, d'aller jusqu'à une forme de burn-out et jusqu'à la dépression plus lourde, en tout cas à vivre. Sur la capacité d'adaptabilité, donc pour le sécure, en fait, il accepte l'échec, il reconnaît ses erreurs, il rebondit. Hop, on est dans quelque chose de OK, on y va, on a échoué, on n'a pas réussi, on a merdé, OK, qu'est-ce qu'on peut apprendre, comment on peut apprendre de nos erreurs et faire en sorte de faire mieux la prochaine fois. Sur l'évitant, là, il va plutôt y avoir cette idée de si j'ai échoué, je vais faire comme si mes émotions n'existaient pas. Alors oui, et du coup, pour le sécure, il va y avoir cette reconnaissance évidemment émotionnelle, de ressentir peut-être de la déception, de ressentir peut-être de la tristesse, etc. Mais de se dire, je ne reste pas accroché à l'émotion, et ça, c'est dans la vague émotive. Donc de ne pas rester accroché à l'émotion pour pouvoir justement avancer, mais à partir de ce que j'ai reconnu à l'intérieur de moi. Que l'évitant, il va faire comme si les émotions n'existaient pas, et ça va être, allez, on y va, c'est un petit peu le marche ou crève. Dans l'anxieux, là ici,
ça va être une perception donc négative des émotions et des comportements des autres. Donc ça va être oui, c'est à cause des autres que on n'a pas réussi, ou c'est à cause du comportement d'un tel que je n'y arrive pas. C'est parce que un tel a fait ça que du coup je me suis plantée, etc., etc. Il y a une faible reconnaissance de sa propre responsabilité et du coup une faible capacité à pouvoir évoluer et à pouvoir s'adapter pour pouvoir créer une réalité qui serait autre et qui serait beaucoup plus confortable pour soi. Et dans le désorganisé, il y a ce sentiment face à l'échec, donc déjà de solitude extrême, hein, se sentir seul. De se dire, ben voilà, encore une fois, je suis seule face à ça, je dois devoir me débrouiller et en fait, il y a personne qui m'aide, personne ne m'aime. Dans le cas, par exemple, d'une rupture amoureuse et qu'on considérait comme un échec amoureux, ce truc de personne ne m'aime, de toute façon je ne rencontrerai jamais personne, tout le monde s'en fout, etc., etc. Au niveau de l'insertion sociale, donc là pour le sécure, il y aura un bel équilibre entre sa vie perso et sa vie pro. Donc, euh, donc ça, il y aura un très bel équilibre et il y aura de belles relations aussi, tant en qualité qu'en quantité, de belles relations amicales aussi, où il y aura un entourage sain, entre guillemets, aussi autour. Euh, Tandis que pour l'évitant, il y aura plutôt cette idée voilà, de solitude, de retrait qui peut aller jusqu'à une forme d'agressivité face à l'autre aussi, dans ce côté passif-agressif. Par rapport à l'anxieux, il y aura vraiment ce besoin de plaire, d'avoir besoin d'être le centre de l'attention, au risque de se sentir rejeté. Et pour le désorganisé, il y aura cette ambivalence hein, de crainte entre être intime et être seul, aller vers les autres et en même temps se retirer, vouloir le contact en même temps être méfiant. On aura aussi des relations beaucoup plus conflictuelles dans ce style d'attachement. Voilà pour ce bonus sur le style d'attachement. Un test sur le style d'attachement est présent dans ce petit module bonus pour que vous voyez où vous en êtes aussi dans votre style d'attachement. Encore une fois, sans jugement. Souvenez-vous que c'est aussi par rapport à ce que vous avez vécu dans l'enfance. Donc, mettez beaucoup de compassion par rapport à ça pour que ça se fasse dans la douceur et dans une capacité d'auto-accompagnement aussi avec soi-même. À très vite!